Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live Enjoy Family. Alors malheureusement, la pandémie nous rattrape, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Et lorsqu'on porte la vie, c'est normal, on s'interroge peut-être bien plus, c'est légitime. On a tellement entendu de choses concernant les vaccins et qu'il est normal d'avoir encore des interrogations. Alors, après plus de 6 mois de vaccination sur le public des femmes enceintes, on vous propose de faire un point scientifiquement. Et pour cela, on a le plaisir de recevoir l'une des personnes, si ce n'est la personne en France au plus au fait de la vaccination sur les femmes enceintes. Il s'agit du professeur Olivier Picone, professeur des universités APHP, chercheur en gynécologie obstétrique, président de la Fédération française des centres de diagnostic prénatal, président du groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse. Bonjour et merci professeur de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci de me faire l'honneur de m'inviter et donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Alors, on va déjà parler de cette pandémie qui nous touche, la Covid, sur la femme enceinte. Quels sont les impacts sur la femme enceinte et sur le nourrisson? Quelles sont les analyses que nous avons depuis plus de 6 mois maintenant? Ce qui est clair et non discutable, c'est que la Covid chez une femme enceinte est plus grave que chez une femme enceinte du même âge. Elle est plus grave pour elle, parce qu'elle a plus de risques qu'une femme non enceinte du même âge d'aller en réanimation, d'avoir besoin d'oxygène, etc., etc. Il y a même plus de risques de mourir. Et pour le bébé, il y a plus de risques de prématurité. Et il a même été décrit une augmentation du risque de mort in utero. Donc, ce n'est pas du tout anodin de faire la Covid quand on est enceinte. Alors, la plupart des gens, heureusement, feront une forme non grave. Mais quand on fait une forme grave, il y a des risques pour la mère et pour l'enfant. Il y a même une surmortalité chez la mère. Hein. Il commence à y avoir des données qui montrent qu'il y a réellement plus de femmes enceintes qui sont mortes à cause de la Covid qu'autre chose. Et donc, il y a vraiment nécessité d'avoir de la prévention à tous les niveaux pour protéger les femmes enceintes et leurs fœtus. Alors, pourquoi les femmes enceintes sont-elles plus à risque? Elles sont plus à risque pour 2 raisons. Alors, il y a le côté immunité de la grossesse qui est un petit peu différent en dehors de la grossesse parce qu'il faut la tolérance du fœtus, donc c'est légèrement différent. Et puis, il y a le côté un peu, je dirais, hémodynamique, c'est-à-dire le fait que c'est plus difficile de respirer quand on a un gros ventre. Donc, on a plus de mal à avoir une ampliation pulmonaire, à respirer correctement. Et il faut savoir que le fait d'être enceinte, c'est comme si on faisait un petit footing en permanence. Il y a un travail cardiaque, un travail pulmonaire, tout un travail du corps pour s'adapter à la grossesse qui le fatigue beaucoup. Et par-dessus ça, une infection virale, c'est plus grave. Alors, on le savait déjà pour d'autres infections virales. Hein. C'était déjà le cas pour la grippe, pour une varicelle, pour une rougeole chez la femme enceinte. On sait que c'est beaucoup plus grave. Et pour le SARS-CoV-2, on est dans la même situation, c'est plus grave. Alors, depuis 1 an, on a la chance d'avoir des vaccins, mais qui sont un peu nouveaux dans l'esprit de la population. Comment fonctionne le vaccin ARN? Est-il vraiment nouveau? Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce vaccin plus précisément? Bon, ça fait longtemps que les vaccins ARN messagers sont dans les tiroirs et qu'ils étaient en développement. Là, c'est vrai que ça s'est accéléré grâce aux vaccins, mais ce n'est pas une technologie qui a été inventée là. Donc, il y a des données qui existent déjà depuis un petit moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le vaccin ARN messager, le bout d'ARN messager qui va coder pour la protéine Spike, c'est un tout petit bout d'ARN messager qui est mis dans une gouttelette lipidique. Et cette gouttelette lipidique va permettre de faire rentrer l'ARN messager dans la cellule. Une fois que l'ARN messager est dans la cellule, il va permettre de fabriquer la protéine Spike. Donc uniquement cette petite protéine qui va aller se mettre sur la cellule, qui va induire la réponse immunitaire. Alors, vous voyez que c'est juste un petit bout d'ARN messager qui fait une protéine. Quand on est infecté par un virus, c'est un énorme bout d'ARN messager qui fait des dizaines et des dizaines de protéines qui peuvent induire une réaction immunitaire. Donc là, c'est juste une petite protéine parmi tant d'autres. Et on sait que cet ARN messager ne passe pas dans le noyau, donc il n'est pas transformé en ADN, ce n'est pas possible. Et cette protéine Spike, elle est détruite rapidement par le système immunitaire, ce qui fait qu'en quelques jours, au pire quelques semaines, elle disparaît. Donc elle ne persiste pas. Il y a des études qui ont été faites chez la souris qui montrent que la protéine Spike, elle ne va pas non plus se promener dans le plasma et aller n'importe où dans le corps. Elle reste là où elle a été fabriquée au niveau de la cellule. Donc pas de transformation en ADN et pas de protéine Spike qui navigue partout dans le corps. C'est pour ça que les risques théoriques sont nuls.
Et en pratique, toutes les études qui sont faites depuis maintenant 1 an et demi, et y compris chez les femmes enceintes qui sont vaccinées, montrent qu'il n'y a aucun souci lié à ce vaccin chez la femme enceinte. Alors, c'est pour ça qu'on a conseillé aux femmes enceintes justement cette technologie de vaccin ARN par rapport aux vaccins classiques qui pouvaient arriver, parce que justement, on ne donne pas un petit peu de maladie comme dans les vaccins classiques, c'est ça? C'est ça, absolument. Dans les vaccins, il y a beaucoup de vaccins qui sont faits où on met un virus vivant mais qui est atténué. C'est le cas, par exemple, sur le vaccin contre la rougeole, contre la rubéole. C'est le virus lui-même, mais avec une virulence diminuée. Là, c'est pas du tout ça. C'est des fragments ces fragments d'ARN messager qui codent une protéine. Alors, il y a des vaccins où on met juste un bout de protéine. Là, c'est juste un bout d'ARN messager qui va produire juste cette petite protéine. Donc, je vois pas en quoi le fait d'avoir juste un fragment d'ARN qui fabrique une protéine, ce serait plus grave que d'avoir le virus en entier qui fabrique des dizaines de protéines. Oui, mais comme on injecte quelque chose dans le corps, c'est vrai que les gens ont peur parce qu'il y a cette réticence, mais par rapport aux autres vaccins, etc., au contraire, cette nouvelle technologie, elle est quelque part plus light, plus… Oui, et puis il semblerait que ce soit plus efficace. Alors, je comprends que les gens soient un petit peu inquiets, se posent des questions. On est là pour y répondre. C'est pour ça aussi qu'il y a fait ce Facebook Live. Voilà, on est là pour ça. Mais franchement, les données de littérature qui ne sont pas des données… qui ne sont pas de la littérature faite par les laboratoires, c'est fait par des chercheurs indépendants, et sont parfaitement rassurants. Alors, quels sont les risques de se faire vacciner? Tout médicament, tout vaccin, il y a des risques d'effets secondaires. Maintenant, on a plus de 6 mois de recul par rapport à cette vaccination. Est-ce qu'on a pu avoir des risques d'effets secondaires, de fausses couches, d'accouchement prématuré? Quelles sont les études aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs études sur vaccins qui sont sorties, donc notamment sur des femmes qui ont été vaccinées au premier trimestre, qui montrent qu'il n'y a pas de surrisque de fausse couche. Là, il y a quand même plusieurs milliers de patientes vaccinées au premier trimestre, c'est des études, qu'elles soient américaines ou norvégiennes, ou ne montrent pas de surrisque de fausse couche. Et il y a aussi des études qui ont regardé s'il y avait un impact sur le placenta du fait de la protéine spike, justement, et les études montrent que les placentas sont strictement identiques qu'on a été vacciné ou pas. Et il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas plus d'accouchements prématurés, etc., voire moins, puisque les patients n'attrapent pas la Covid. Donc, ça n'a pas d'effet délétère ni sur le risque de fausse couche, ni sur le déroulement de la grossesse. Et c'est un effet protecteur vis-à-vis de l'infection. Alors, chers internautes, vous savez qu'on est là en live justement pour répondre à vos questions. Et on a une question de Aude qui nous demande si les vaccins ARN sont plus efficaces que les vaccins classiques. Il semblerait que le pourcentage d'efficacité contre les formes graves et contre les formes modérées soit un petit peu mieux avec les vaccins ARN messagers. Après, sur les autres virus, il faudrait faire des études qui comparent. Mais a priori, l'intérêt de ces vaccins ARN messagers, c'est que c'est une technologie qui paraît très prometteuse sur l'ensemble des virus qui existent. Voilà. Après, bon, ça se joue à quelques pourcentages. Mais en tout cas, l'autre vaccin, qui sont les vaccins avec une capside virale, comme les vaccins… voilà, qui sont… donc, c'est une capside… Eux, au lieu d'être dans une gouttelette lipidique, le matériel génétique est dans une capside virale. Donc, c'est un adénovirus de singe dans lequel on a enlevé le matériel génétique, on a mis le matériel génétique du virus, du SARS-CoV-2, et la capside virale de l'adénovirus de singe permet de rentrer à l'intérieur de la cellule. Il semblerait que ce soit à cause de cet adénovirus, de cette capside virale d'adénovirus de singe, qu'il y ait plus d'effets secondaires, notamment le risque de thrombose et la réponse immunitaire un petit peu plus forte avec ces vaccins. C'est pour ça qu'on ne la recommande pas pour les moins de 55 ans. Alors, pourquoi justement Aude réagit? Pourquoi faire autant de doses en si peu de temps? Alors d'abord, ce n'est pas un scoop, les vaccins à plusieurs doses. Vous pouvez regarder les vaccins contre l'hépatite B, vous pouvez regarder les vaccins contre les tas de vaccins pour lesquels il y a des rappels. Donc, ce n'est pas choquant qu'il y ait des nécessités de rappel pour stimuler le système immunitaire. Ce n'est pas un scoop, et ce qui est attendu. Et l'autre chose, c'est que probablement, je peux vous le dire, ce que je pense, c'est que je pense qu'à l'avenir, il est très probable qu'on soit vacciné tous les ans en fonction des mutations des virus, comme on est vacciné tous les ans contre la grippe, par exemple. Voilà, mais vous voyez, regardez le schéma vaccinal du vaccin contre le HPV, contre le hépatite B. Il y a des rappels régulièrement. Contre la coqueluche, il y a un rappel tous les 10 ans. Donc, il y a plein de virus pour lesquels il faut faire un rappel au système immunitaire pour qu'il se restimule un petit peu. C'est absolument pas choquant.
Alors, on a entendu dire que le vaccin ARN passait dans le placenta. Est-ce vrai ou pas? Non, c'est faux. La seule chose qui passe à travers le placenta, ce sont les anticorps produits par la mère. Et les anticorps, qu'ils soient produits suite à un vaccin ou suite à une infection naturelle, ce sont des anticorps que le corps produit naturellement. Et donc, ces anticorps passent. Quelle que soit une infection virale pendant la grossesse, on fabrique des anticorps de type IgG, entre autres, et ce sont les IgG qui passent à travers le placenta. Donc, le vaccin, il reste dans le muscle, l'ARN messager reste dans le muscle, les protéines spike restent dans le muscle, et ce qui est produit et ce qui va dans tout le corps et qui peut être transmis au fœtus, ce sont les IgG qui sont protecteurs. Alors, est-ce que le vaccin rend infertile? On a vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a aucune donnée pour dire que c'est infertile, à part des élucubrations pseudo-scientifiques de certains ou même des scientifiques qui ont des idées un peu parfois hors normes. Il n'y a aucun argument. Toutes les sociétés savantes qui font de la fertilité et qui s'occupent des patientes infertiles ont regardé ça. Ils ont regardé aussi chez l'animal. Et donc, il n'y a aucune raison que ça rende infertile. Alors, on a une question de Louis Lano. Professeur, ma femme est enceinte. Je me pose la question de savoir si le vaccin peut avoir des conséquences sur le bébé. Quel recul avez-vous? De plus, pourquoi interdire autant de médicaments et aliments par précaution et recommander de faire un vaccin? Bon, c'est une excellente question. Alors, sur la première partie, j'ai répondu. Alors, pourquoi est-ce qu'on interdit les médicaments et les aliments? Alors, les médicaments, il faut savoir qu'il y en a énormément sur lesquels vous pouvez voir sur l'étiquette de la boîte de pharmacie une petite femme enceinte barrée qui dit attention médicaments dangereux, alors que c'est des médicaments qu'on se prescrit aux femmes enceintes sans aucun souci. C'est juste les laboratoires qui se protègent en mettant ça. Et nous, obstétriciens, sages-femmes, il y a beaucoup de médicaments qu'on prescrit à la femme enceinte sans souci. Après, c'est clair que dans les médicaments, on préfère prescrire toujours d'abord le moins de médicaments possible, et puis les médicaments les plus anciens pour lesquels on a le plus de recul. Vous avez parfaitement raison. Là, on est quand même dans le cadre d'une épidémie avec une gravité certaine de la maladie chez la femme enceinte, pour laquelle le rapport bénéfice est énorme, et les risques, je vous l'ai dit, avec les reculs qu'on a depuis presque 2 ans, sont sans souci. 1 an et demi, plus d'1 an, 1 an et demi pour les premiers cas qui ont été vaccinés, on n'a pas de souci. Pour les aliments, c'est autre chose, hein, c'est les toxiques, voire c'est les bactéries comme la listeria ou le parasite comme la toxoplasmose qui pose problème. Là, franchement, le vaccin, et surtout les vaccins qui sont en France, là, le Pfizer, le Moderna, ne posent vraiment pas d'inquiétude. Alors, il faut savoir que la pharmacovigilance, ça existe depuis longtemps et toujours, et qu'il y a une structure indépendante, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui continue à suivre ça de près de toute façon, comme pour tout médicament. Et pour l'instant, il n'y a pas de signal d'alerte nulle part. Donc, je pense que vu qu'il y a un risque de mort in utero, de forme grave, de ventilation, de prématurité, il y a vraiment que des bénéfices à la vaccination pour des risques qui sont vraiment infinitésimaux, voire n'existent pas du tout. Après, c'est vrai qu'un vaccin, quand on le fait, on peut avoir mal, on peut avoir un peu de fièvre, on peut être fatigué, on peut avoir des courbatures, ça c'est clair. Il y a des études qui ont comparé les effets secondaires immédiats chez les femmes enceintes et chez les autres adultes, il n'y a pas de différence particulière. Voilà, donc je comprends que les gens soient un petit peu inquiets, je comprends qu'ils soient même un petit peu méfiants, mais franchement, il n'y a rien dans la littérature indépendante qui montre quoi que ce soit sur le vaccin. Alors, évidemment, ça continue à être suivi. Il ne suffit pas que je dise ça pour qu'on s'en préoccupe plus jamais. Les gens continuent à surveiller comme pour tout médicament, comme il y a encore une pharmacovigilance pour le paracétamol ou pour tout ce que vous voulez. C'est normal. Mais là, actuellement, il n'y a vraiment aucune raison d'être inquiet. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications, des allergies à des composants spécifiques qui pourraient rendre difficile la vaccination ou interdite? Oui, alors il y a des contre-indications qui sont tout à fait exceptionnelles, d'allergies graves à certains composants, mais c'est des allergies qui sont tout à fait exceptionnelles, ce qui fait que l'immense majorité des gens peuvent se vacciner sans aucun souci. Il n'y a pas donc aucune contre-indication en dehors d'allergie aux composants. Voilà. C'est pas parce qu'on a une allergie dans un autre domaine que… Voilà, il n'y a pas, par exemple, l'allergie à l'œuf n'est pas une contre-indication. Même si on a fait des chocs anaphylactiques à des réactions, que ça soit… Si c'est alimentaire, non, il n'y a pas de raison, mais voilà, il n'y a pas d'angoisse particulière. Alors, quel est le meilleur moment pour se faire vacciner?
Alors, je dirais que le meilleur moment, finalement, c'est en dehors de la grossesse, comme ça on ne se pose plus la question. Voilà, il n'y a pas, voilà. Et après, si on est enceinte, on peut le faire quel que soit le terme de la grossesse. Après, il n'y a pas d'urgence. Si les patients ne veulent pas le faire au premier trimestre, ben, le feront après. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, il n'y a pas de sur-risque de fausse couche. Donc, l'idéal, c'est avant la grossesse. Voilà, on a maintenant de plus en plus de patientes qui sont enceintes, qui ont été vaccinées lors du début de l'ouverture vaccinale. Et donc, il n'y a pas de souci. Ça permet au moins d'enlever cette petite angoisse. Et on parle beaucoup de la troisième dose. Donc, cette troisième dose, on a été vacciné en juin de l'année dernière. Entre-temps, on est tombé enceinte. On fait cette troisième dose? Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est qu'au bout d'un certain temps, le taux d'anticorps baisse. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des anticorps et des anticorps neutralisants. Et ce qui est intéressant, c'est les anticorps neutralisants, mais on ne sait pas les doser en routine. Donc, on ne sait pas quand on a un taux d'anticorps chez une patiente qui fait une prise de sang, par exemple, ce n'est pas son taux d'anticorps qui va nous dire s'ils sont neutralisants ou pas. Donc, ça, c'est un petit peu complexe. Donc, on sait que le taux d'anticorps neutralisant baisse. Et ce qui a été recommandé déjà il y a plusieurs semaines par exemple, l'American College des gynécologues obstétriciens, et ce qui était recommandé en France par le comité vaccinal, c'est de dire qu'il faut faire une troisième dose au bout de 5-6 mois chez les gens qui ont des comorbidités, qui ont des risques de forme grave. Voilà ce qui était dit. Or, les femmes enceintes, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, sont plus à risque de forme grave, surtout elles ont des comorbidités. C'est pour ça qu'au niveau du Collège national et du GRIG, on s'est prononcé au mois de novembre en disant qu'il faudrait que les femmes enceintes aient accès à cette troisième dose. Et maintenant, le gouvernement a dit que la troisième dose pouvait être faite chez tout le monde, et nous partageons cet avis. On peut faire une troisième dose pendant la grossesse si la dernière date de plus de 5 à 6 mois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Et il n'y a pas de meilleur moment, on respecte la réglementation, les préconisations qui sont données pour tous les adultes. Oui, absolument, absolument. Ouais. Il n'y a pas de cas particulier par rapport aux femmes enceintes. Non. Alors, moi, je veux bien poser toutes les questions des internautes, mais on reste respectueux. Moi, je suis très respectueuse du parcours du professeur. Je ne suis pas scientifique. Et pour voir, je vous invite à voir le CV du professeur sur Internet. C'est facile, il suffit de taper Olivier Opicon. Je vais quand même parler des objections. Il serait dit qu'il y aurait une détérioration du cordon ombilical et d'autres effets comme la perturbation du cycle menstruel due au vaccin. Ben moi, je suis prêt à écouter toutes les remarques, mais je n'ai vu strictement aucune publication qui montre des détériorations au niveau du flux du cordon ombilical. Donc moi, je suis prêt à voir les publications. Nous, on a quand même, je suis dans une grosse maternité, on voit énormément de patientes, on a 60% de nos patientes qui sont vaccinées, et on n'a pas noté de perturbation particulière du cordon ombilical, et je ne vois pas pourquoi il y en aurait, puisque le vaccin n'altère pas le placenta. Après, si vous préférez que ce soit le virus lui-même qui fasse une forme grave et qui altère le placenta, qui donne une hémorragie utérine, pourquoi pas. Mais à mon avis, il vaut mieux être vacciné que d'avoir le vrai virus. Et concernant les cycles menstruels, c'est quelque chose auquel on fait attention. Et ce n'était pas du tout noté dans les premières publications sur la tolérance du vaccin en population générale. Ça n'avait absolument pas été relevé. Donc là, j'ai noté que beaucoup de gens le signalaient. Il y a une étude américaine qui a été faite et qui montre que pour eux, il n'y en a pas plus que d'habitude avec un autre élément. Après, voilà, si perturbation du cycle il y a, et ça peut arriver, en général, c'est 2-3 cycles, ensuite tout reprend le truc normal. Voilà, donc évidemment, quand on signale des choses, croyez bien que l'agence du médicament et tous les gynécologues regarde ce qui est publié, ce qui est fait pour savoir si c'est vrai ou pas, pour pouvoir en tenir compte. On ne balaye pas les choses d'un revers de main en disant non, ça n'existe pas, au revoir madame, ce n'est pas vrai. On regarde un petit peu les publications. En tout cas, les dernières publications dans les revues internationales sont très rassurantes par rapport à ça. Et encore une fois, le cycle menstruel, c'est quelque chose qui est très fragile. Il ne faut pas grand-chose pour le perturber. Ça peut être une fièvre, un syndrome inflammatoire. Et qu'est-ce que donne un vaccin? Ça donne une fièvre, un syndrome inflammatoire. Donc ça peut perturber un cycle menstruel, ça peut arriver. Mais rien d'inquiétant, et je vous assure que j'ai des patientes qui sont tombées enceintes dans le mois ou les 2 mois qui suivent leur vaccination. Et voilà, donc il n'y a pas de choses comme ça. Et on a un service avec beaucoup d'urgence,
et on n'a pas non plus noté de surcroît de patients qui consultaient pour des fausses couches. Et dans la littérature, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de surcroît de fausses couches. Donc je sais bien qu'on peut ne pas me croire, mais je suis factuel, je regarde la littérature, même de la littérature qui n'est pas faite par moi, par les autres au niveau international, et par des gens qui ne sont pas des laboratoires, par des gynécologues obstétriciens, par des médecins santé publique, qui sont indépendants. Et je pense qu'on a toute raison de croire cette littérature. Vous êtes sur le terrain, vous êtes à la PHP. Les femmes qui développent une forme grave, sont-elles vaccinées? Quel pourcentage vous avez de vaccination et de non-vaccination? Alors, pour l'instant, là, sur une étude qu'on est en train de faire, là, on est en train de regarder, on est sur 7 hôpitaux de l'assistance publique et un hôpital de province, on est aux alentours de 60% des patientes qui accouchent qui sont vaccinées. Et je sais qu'en province, à Toulouse, mon ami, le docteur Gerby, dans son service, ils ont aussi 55% de patientes vaccinées, ce qui est un bon score. Voilà. Et toutes les patientes qui sont hospitalisées en ce moment pour une Covid grave sont des patientes non vaccinées. Il y en a encore eu la semaine dernière, et on a eu des formes très très graves fin août, début septembre chez les patientes non vaccinées. Alors je suis dans une maternité de niveau 3, c'est-à-dire qu'un service de réanimation adulte et un service de réanimation pédiatrique. Donc les formes graves, effectivement, on a tendance à nous les envoyer, donc on en voit pas mal, et on a des cas, je sais qu'à Marseille, ils ont eu des morts in utero, ils ont eu des morts maternelles, il y a eu des morts maternelles en région parisienne, des morts in utero, il y en a beaucoup qui sont décrites dans les différents services, qui sont liées à l'infection par le virus, et on n'en a pas décrit liés à la vaccination. Est-ce qu'on peut dire qu'une femme enceinte, elle a envie de protéger la vie qu'elle porte, elle a vraiment peur pour son bébé, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de risques pour la femme que pour le bébé, ou autant de risques pour la femme que pour le bébé, et que la femme, il ne faut pas qu'elle s'oublie justement dans cet acte justement de protéger? Elle va encore plus se protéger avec le vaccin parce que c'est elle qui est plus en danger quelque part. Oui, c'est tout à fait légitime. Alors, moi-même, je suis un gynécologue qui peut passer toute une grossesse à prescrire aucun médicament, quasiment, parce que je n'aime pas prescrire de médicaments. Donc, je ne suis pas un pro. Voilà, même les compléments vitaminiques ou les mêmes trucs comme ça, je trouve que ça ne sert à rien et je n'en prescris pas. Donc, moi, j'essaye de prescrire que ce qui est vraiment indiqué. Et donc, je pense que pour protéger le bébé, c'est vraiment important. Alors, le risque, est-ce qu'il est plus important pour la mère ou pour l'enfant? Alors, il est plus important pour la mère dans le sens où le virus passe très, très, très rarement à travers le placenta. Donc, il n'y a pas de syndrome malformatif lié au SARS-CoV-2. C'est pas comme le cytomégalovirus, comme la rubéole, comme des tas d'agents infectieux qui peuvent donner des malformations au niveau du fœtus. Là, ça n'en donne pas. Ça passe très rarement à travers le placenta. Donc, la première personne qui est embêtée, c'est la mère. Mais c'est vrai que lorsqu'une mère est en réa, intubée, ventilée, on peut se dire que pour le fœtus, c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, mais c'est vrai que heureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont passées en réanimation, qui ont été intubées, ventilées pendant 15 jours, 3 semaines, pour lesquelles on a pu poursuivre la grossesse et qui après ont accouché normalement d'un bébé qui va très bien. Et c'est quand même un passage un petit peu délicat, et soigner une femme enceinte sur le ventre pendant 15 jours, 3 semaines intubée, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Voilà, donc on ne peut pas parler de la mère sans parler du fœtus. En tout cas, il n'y a pas d'effet direct du virus sur le fœtus, mais il peut y avoir un effet sur le placenta. Le virus peut donner un effet sur le placenta. Et ce qui n'est pas connu pour le virus, encore une fois, le virus, c'est des dizaines de protéines, une quantité d'ARN messager extrêmement importante. Le vaccin, c'est un petit bout d'ARN messager, une protéine. Est-ce que lorsqu'on se fait vacciner, est-ce que le bébé qui naît a une protection qui passe grâce à la mère pendant un certain temps, ou n'est pas protégé dans les premières semaines de sa vie? Alors, d'abord, les formes graves chez le nouveau-né sont très très rares. Alors, il y a des nouveau-nés qui peuvent être infectés, qui font une petite détresse respiratoire, mais alors, je ne suis pas pédiatre, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui est majeur. On préfère que les petits bébés ne soient pas infectés et qu'ils n'aient pas de détresse respiratoire, ça c'est clair. Alors, les anticorps produits suite à la vaccination passent à travers le placenta. Les anticorps produits après une infection sans être vacciné passent aussi à travers le placenta. Donc, qu'on fasse une infection naturelle ou une vaccination, la mère va produire des anticorps, donc des types IgG. Ces IgG passent à travers le placenta, on les retrouve au niveau du cordon ombilical, on retrouve même des anticorps au niveau du lait. Et on sait que ce sont des anticorps qui sont pour une partie des anticorps donc neutralisants, donc des anticorps efficaces. Après, on ne sait pas combien de temps l'enfant est protégé, on ne sait pas non plus
quel est le pourcentage de protection contre les formes graves, puisque heureusement les formes graves du nouveau-né sont rares. Mais en tout cas, on sait que les anticorps passent, et c'est très bien, et c'est ce que l'on veut. Et c'est ce que l'on veut, par exemple, quand on vaccine contre la grippe pendant la grossesse pour protéger le bébé des formes de grippe. C'est ce qu'on veut quand on vaccine pendant la coqueluche pendant la grossesse pour que le bébé soit protégé contre la coqueluche pendant ses premières semaines de vie. Donc tout ça, c'est du normal et c'est du très bien. Alors justement, on a parlé de la grippe. Est-ce qu'il est recommandé, en étant enceinte, de se faire vacciner, en plus du Covid, pour se faire vacciner contre la grippe? Et est-ce qu'on doit séparer, si on veut faire ces deux vaccins, dans des temps, ou est-ce qu'on peut les faire ensemble? Alors la vaccination contre la grippe, elle est recommandée et prise en charge quel que soit le terme de la grossesse, depuis l'épidémie de H1N1 2009, qui avait déjà envoyé beaucoup de femmes enceintes en réanimation à l'époque. Donc voilà. Alors chaque année, il y a à peu près, hélas, que 10% des femmes enceintes qui sont vaccinées contre la grippe. C'est pas énorme. Donc déjà, vous voyez qu'avec les chiffres que j'ai donnés sur le SARS-CoV-2, c'est bien supérieur et c'est très bien. Voilà. Donc il faut vacciner les femmes enceintes contre la grippe. Il faut leur proposer. Il peut être fait en général en même temps, c'est possible. Sinon, on attend 15 jours, 3 semaines. Il y a 2 écoles. Moi, j'ai pas de préconisation particulière. L'essentiel étant dans l'idéal de faire les deux pour se protéger et puis pour protéger la grossesse. Voilà. Des femmes enceintes en réanimation à cause de la grippe, ça arrive aussi. Et même une grippe d'ailleurs sans aller en réanimation, on sait que c'est pour le moins très très désagréable. Et on sait que si on peut éviter d'avoir une forte fièvre et une maladie infectieuse pendant la grossesse, de toute façon, c'est toujours bien. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclairages. Alors, l'idée, encore une fois, vous êtes libre de vous faire vacciner ou pas vous faire vacciner. Ça engage, c'est votre responsabilité individuelle et collective. L'idée n'était pas du tout de vous donner un live dans un sens ou dans un autre, mais l'idée était vraiment de vous donner la recherche, les constatations sur place. Vous n'oubliez pas que le professeur est président du groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse, et l'idée c'était de vous donner des informations en complément, fiables, scientifiques. Dernière question, professeur, quelles sont les particularités du variant Omicron et sur les femmes enceintes? Je vais répondre clairement, on n'en sait rien. Voilà, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le variant Delta est plus grave que le variant de la première vague pour les femmes enceintes. Hein. Et le variant Omicron, est-ce qu'il sera plus grave, moins grave ou pareil? J'en ai strictement aucune idée. Merci, professeur. Ça montre bien que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et la science a un temps qui est peut-être différent du nôtre et de notre impatience à trouver des solutions et de sortir de cette crise Covid où tout le monde n'en peut plus. Voilà. Mais j'espère que ce live et ce discours franc du professeur par rapport à ses recherches vous auront éclairé. Merci à tous pour vos commentaires. On vous laisse encore une fois libre de vos choix. Merci. Et Merci au plaisir. beaucoup. Merci, professeur. À bientôt, au revoir.